Salut tout le monde, moi c'est Gabriel et voici ma camarade Louise. Aujourd'hui, on est là pour vous aider à réviser votre BIA, c'est-à-dire le brevet d'initiation aéronautique. Et plus précisément, on va parler de l'histoire et de la culture de l'aéronautique. Salut à tous. Comme l'a dit Gabriel, on va plonger ensemble dans l'univers de l'aéronautique en discutant à deux. On a préparé pas mal de choses et on va partager avec vous ce qu'on a découvert. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de notre série consacrée au début de l'aéronautique. Après des décennies de recherche, d'essais et de vols en planeur, le XXe siècle marque un véritable tournant. L'objectif n'est plus seulement de s'élever dans les airs, il s'agit désormais de voler vraiment, c'est-à-dire avec un moteur, avec du contrôle et avec de la stabilité. Dans cet épisode, nous allons donc découvrir ceux qui ont réussi ce pari audacieux. En 1903, les frères Wright réalisent le tout premier vol motorisé et contrôlé de l'histoire. En Europe, des aviateurs comme Henri Farman, Louis Blériot ou encore Glenn Curtiss prennent le relais. Ils vont battre des records, traverser des frontières et finalement inscrire leur nom dans l'histoire. Entre les performances techniques et les exploits humains, les années 1900 à 1910 voient l'aviation passer de l'expérimentation à la réalité. Alors accrochez-vous, l'aventure aérienne ne fait que commencer. Ok, alors aujourd'hui on va parler des frères Wright et des débuts de l'aéronautique, un sujet qui a littéralement donné des ailes à l'humanité. Ah, Orville et Wilbur Wright, leurs noms sont indissociables de l'invention de l'avion. C'est fascinant de voir comment deux frères originaires de Dayton, en Ohio, ont pu tout changer. Exactement. Et ce n'était pas un coup de chance. Leur approche était très méthodique. D'après nos recherches, tout a commencé bien avant leur célèbre premier vol. Dès 1900, ils ont commencé à faire des expériences avec des cerfs-volants et des planeurs à Kitty Hawk, en Caroline du Nord. C'est ça qui est important. Ils n'ont pas juste construit un moteur et l'ont attaché à des ailes. Ils ont d'abord passé des années à comprendre les principes de l'aérodynamique et, surtout, du contrôle en vol. Et ça nous amène au jour J, le 17 décembre 1903. C'est là qu'ils réalisent le premier vol motorisé et contrôlé de l'histoire avec leur appareil, le Wright Flyer. Les chiffres sont assez modestes quand on y pense aujourd'hui. Le vol a duré 12 secondes et a parcouru 36 mètres. Mais c'était une première mondiale, le début d'une nouvelle ère. Absolument. Et le succès ne reposait pas uniquement sur le moteur, qui était d'ailleurs un moteur à essence léger, de 12 chevaux qu'ils avaient conçu eux-mêmes. Non, l'innovation majeure, et c'est vraiment le cœur de leur génie, c'est le système de contrôle à 3 axes. Peux-tu nous en dire plus là-dessus? C'est un concept clé. Bien sûr. Le contrôle à 3 axes permet au pilote de maîtriser l'avion sur son axe de tangage, pour monter ou descendre, son axe de roulis, pour s'incliner à gauche ou à droite, et son axe de lacet, pour pivoter à gauche ou à droite. C'est ce qui permet de stabiliser l'avion et de le manœuvrer. Ce principe est toujours à la base du pilotage des avions modernes. Ils se sont d'ailleurs inspirés des oiseaux pour concevoir les ailes incurvées de leur avion, ce qui aidait à générer la portance. C'était donc une combinaison de puissance, de design et surtout de contrôle. Oui, et leur succès a eu un impact immédiat. En août 1908, par exemple, Wilbur a fait des démonstrations de vol au Mans, en France, ce qui a stupéfié les foules et a prouvé au monde entier que leur invention était viable. Leur héritage est donc immense. Ils n'ont pas seulement effectué le premier vol, ils ont posé les fondations de toute l'industrie aéronautique avec leur approche rigoureuse. Tout à fait. Et cet héritage est toujours célébré. Pour te donner une idée, il est prévu que le 16 juin 2025, un de leurs avions soit désigné comme l'avion officiel de l'État de l'Ohio. Leur histoire continue d'inspirer. En conclusion, on retient que les frères Wright étaient bien plus que de simples inventeurs. C'étaient des ingénieurs et des pilotes qui ont résolu le problème fondamental du vol grâce à une approche scientifique et une innovation de génie, le contrôle de l'aéronef. C'est le point essentiel. La puissance permet de décoller, mais c'est le contrôle qui permet de voler. C'est la grande leçon qu'ils nous ont laissée. Alors aujourd'hui, on se penche sur une figure clé de l'aéronautique, le Brésilien Alberto Santos Dumont, et plus particulièrement sur son avion emblématique, le 14 bis. Oui, un personnage fascinant. D'après les recherches qu'on a pu faire, il est né au Brésil dans une famille très aisée, ce qui lui a permis de s'installer à Paris très jeune pour étudier les sciences. C'est là que sa passion pour l'aviation a vraiment décollé, si on peut dire. C'est le cas de le dire. Et il n'a pas commencé directement avec les avions. D'abord, il y a eu les ballons et les dirigeables. Il est devenu une véritable célébrité en 1901 en remportant le prix Deutsch de la Meurthe. Justement, cet exploit est fondamental pour comprendre la suite. Il a réussi à piloter son dirigeable numéro 6 depuis le parc de Saint-Cloud,
à contourner la Tour Eiffel et à revenir en moins de 30 minutes. Tout Paris ne parlait que de lui. C'est ça. Et fort de ce succès, il s'est ensuite lancé dans le défi du plus lourd que l'air. C'est ce qui nous amène au fameux 14B, aussi surnommé oiseau de proie. Un avion au design très particulier pour l'époque. C'était un biplan de type canard, c'est-à-dire que les petites ailes stabilisatrices étaient à l'avant, et non à l'arrière, comme sur la plupart des avions aujourd'hui. Il était fait de bambou et de soie, avec un moteur Antoinette qui a été amélioré pour atteindre 50 chevaux. Et c'est avec cet engin qu'il va marquer l'histoire. Le 23 octobre 1906, sur le champ de Bagatelle à Paris, il réalise ce que beaucoup considèrent comme le premier vol public et homologué d'un aéronef motorisé. Oui, et c'est un point crucial. Il a volé sur environ 75 mètres. Ce n'était pas le premier vol motorisé de l'histoire. Les frères Wright l'avaient fait dès 1903. Mais leur exploit avait eu lieu en privé, sans témoins officiels ni presse. Le vol de Santos Dumont, lui, était un événement public, filmé et certifié par l'Aéroclub de France. C'est ce qui explique pourquoi, notamment au Brésil et en France, il est souvent considéré comme le véritable père de l'aviation. Son vol a prouvé publiquement que le vol motorisé était possible et a inspiré une vague d'innovation. Quelques semaines plus tard, en novembre, il a d'ailleurs battu son propre record en volant sur 220 mètres. Absolument. Et il n'a pas arrêté là. Il a ensuite conçu la Demoiselle, un petit monoplan très léger et rapide, qui a été l'un des premiers avions à être produit en petite série. C'était en quelque sorte le premier avion de sport ou de loisir. Cependant, sa fin de vie est plus sombre. Il a été très affecté par l'utilisation militaire de l'aviation durant la Première Guerre mondiale. L'idée que sa création puisse servir à détruire et à tuer l'a profondément troublé. Oui, cette désillusion, combinée à des problèmes de santé, l'a mené à une fin tragique. Mais son héritage reste immense. Il n'était pas seulement un inventeur, mais aussi une personnalité publique qui a su captiver le monde et faire entrer l'aviation dans une nouvelle ère. Pour résumer, Alberto Santos Dumont est une figure incontournable. Il a d'abord maîtrisé le ciel avec ses dirigeables, puis a réalisé le premier vol motorisé public et certifié en Europe avec le 14 bis, un événement qui a électrisé le monde. Exactement. Son approche ouverte et publique de l'innovation contraste avec le secret des frères Wright et a joué un rôle immense dans l'accélération du développement aéronautique. Un véritable pionnier dont l'influence est encore célébrée aujourd'hui. Alors, aujourd'hui on se penche sur un moment clé de l'histoire de l'aviation, qui se passe en France en 1906. C'est l'année où deux inventeurs français, Robert Hainaut-Pelterie et Louis Blériot, vont révolutionner le pilotage des aéronefs. Oui, absolument, on parle de l'invention du système de commande de vol qui est encore dans son principe utilisé aujourd'hui. C'est une avancée fondamentale à une époque où, en fait, tout était à inventer. Exactement. Et donc, tout commence avec Robert Hainaut-Pelterie, qui, cette année-là, invente ce qu'on a appelé le manche à balai. Peux-tu nous expliquer ce que c'est et pourquoi c'est si important ? Bien sûr. Alors, le manche à balai, ou joystick comme on l'appelle plus communément, est un levier unique, qui permet au pilote de contrôler deux des axes de l'avion. En le poussant vers l'avant ou en le tirant vers l'arrière, le pilote agit sur la gouverne de profondeur, ce qui fait monter ou descendre l'avion. C'est ce qu'on appelle l'axe de tangage. D'accord, ça c'est pour le mouvement de haut en bas. Et pour les côtés ? Et en l'inclinant à gauche ou à droite, il commande les ailerons, ce qui fait s'incliner l'avion sur les côtés pour virer. Ça, c'est l'axe de roulis. L'idée de génie, c'est vraiment de combiner ces deux commandes essentielles en un seul dispositif très intuitif. C'est ça qui est révolutionnaire. Avant cette invention, les commandes étaient souvent séparées, parfois peu pratiques, comme des systèmes de plusieurs leviers, ou même des mécanismes qui demandaient des mouvements du corps du pilote. Précisément. Cette centralisation des commandes libère une main pour autre chose, comme la gestion de la puissance du moteur, par exemple. Et la même année, on a un autre grand nom de l'aviation, Louis Blériot, qui développe un système similaire, qui sera surnommé la cloche. La cloche, oui. Qu'est-ce que c'était exactement ? Similaire au manche à balai ? Très similaire dans le principe. C'était une sorte de cône ou de capuchon en forme de cloche, monté sur la colonne de direction. Le pilote posait sa main dessus. Les mouvements avant-arrière et gauche-droite produisaient les mêmes effets sur la profondeur et les ailerons. C'est d'ailleurs le système que Blériot utilisera pour sa fameuse traversée de la Manche en 1909. Donc on a deux inventions françaises quasi simultanées qui répondent au même besoin fondamental, un contrôle efficace et intuitif de l'aéronef. C'est fascinant de voir cette convergence technique. Tout à fait. Et ça montre bien l'effervescence de l'époque. On est seulement 3 ans après le premier vol motorisé des frères Wright, et l'innovation va à une vitesse folle.
Ces systèmes de contrôle ont rendu les avions beaucoup plus maniables et plus sûrs, ouvrant la voie à des vols plus longs et plus complexes. Pour résumer, l'année 1906 est donc cruciale pour le pilotage. On a d'un côté l'invention par Robert Hainaut-Pelterie du manche à balai, qui combine le contrôle du tangage et du roulis. Et en parallèle, Louis Blériot qui développe la cloche à un dispositif remplissant la même fonction. Ces deux innovations françaises ont posé les bases du système de commande que l'on retrouve dans la majorité des avions encore aujourd'hui. Un héritage technique majeur. Aujourd'hui, on va parler des frères voisins, Charles et Gabriel. Leurs noms sont peut-être moins connus que d'autres pionniers de l'aviation, mais ils ont fondé l'une des toutes premières usines de fabrication d'avions au monde. Oui, c'est une histoire fascinante qui se déroule au tout début du XXe siècle en France, une période d'effervescence technologique incroyable. Ils ont vraiment jeté les bases de l'industrie aéronautique. Exactement. Ils venaient d'une famille avec un fort bagage industriel. Leur père était ingénieur civil, ce qui a sans doute influencé leur parcours. Gabriel, l'aîné, a fait les beaux-arts à Lyon, ce qui explique son talent pour le design, tandis que Charles, le cadet, avait un profil plus orienté vers les affaires. C'est une combinaison de compétences assez parfaite en fait. L'un est le créatif, le designer, et l'autre a le sens pratique pour gérer l'entreprise. C'est souvent la recette du succès. Tout à fait. Et c'est en 1906 qu'il concrétise cette association en fondant la société Voisins Frères à Billancourt. Il faut bien se rendre compte que c'était une des premières entreprises au monde entièrement dédiée à la construction d'avions. Ils ont commencé par construire des planeurs, puis très vite ils sont passés aux avions motorisés. Leur usine est devenue un véritable pôle d'innovation. Leur premier grand succès arrive d'ailleurs très vite. En 1907, c'est Charles Voisin qui est aux commandes pour l'un des premiers vols mécaniques réussis en France, sur un biplan de leur conception équipé d'un moteur Antoinette. C'était un événement majeur. Les recherches indiquent même que Gabriel Voisin affirmait avoir réalisé le premier décollage d'un plus lourd que l'air par ses propres moyens en Europe, soulignant que le premier vol des frères Wright avait été assisté. Leur succès est fulgurant, notamment pendant la Première Guerre mondiale, où ils produiront plus de 10 000 avions pour les forces alliées. Mais l'histoire prend un tournant tragique. Oui, c'est le drame de cette aventure. Charles Voisin, le pilote et le gestionnaire, meurt très jeune dans un accident de voiture en 1912. Il n'avait que 30 ans. Cette perte a été terrible pour Gabriel, mais il a continué seul. Après la guerre, face à la chute des commandes militaires, il a complètement réorienté l'entreprise. Il a abandonné l'aviation pour se lancer dans la construction d'automobiles de luxe. Et c'est ainsi qu'est née la marque Avion Voisin. C'est un nom qui montre bien d'où il venait. D'ailleurs, en hommage à son frère, il a baptisé sa toute première voiture, la C1, pour Charles. Ces voitures étaient exceptionnelles. Elles bénéficiaient de toute l'expérience acquise en aéronautique. Elles étaient légères, aérodynamiques et très avancées techniquement pour l'époque. Elles ont même connu du succès en compétition, battant des Bugatti, ce qui n'est pas rien. Cela montre à quel point leur ingénierie était sophistiquée. En conclusion, l'héritage des frères Voisins est double. D'un côté, ils sont des pionniers incontestables de l'industrie aéronautique, avec Charles, qui a joué un rôle clé, mais bref. De l'autre, il y a la continuation de cette vision par Gabriel dans le monde de l'automobile de luxe. C'est vrai. Et il est dit que malgré le succès de ces voitures, Gabriel Voisin est toujours resté plus fier de son rôle de pionnier de l'aviation. C'est là que tout a commencé pour eux, et ils ont véritablement contribué à nous faire entrer dans l'ère de l'aviation. Alors, aujourd'hui, on se penche sur un pionnier souvent méconnu de l'aviation, Paul Cornu, et sur la naissance de l'hélicoptère. C'est une histoire fascinante qui se déroule au tout début du XXe siècle. Une époque d'intense innovation. Oui, c'est une histoire qui reste souvent dans l'ombre de celle des frères Wright. Pourtant, ce que Cornu a accompli en 1907 est tout aussi fondamental pour une autre forme de vol, le vol vertical. Exactement. Et ce qui est intéressant d'après les recherches que nous avons faites, c'est que Paul Cornu n'était pas un ingénieur de formation classique. Il venait d'une famille d'inventeurs et était lui-même mécanicien et fabricant de vélos. C'est un autodidacte. C'est vrai. Et ça illustre bien le profil du bricoleur de génie de l'époque. Il a commencé très jeune, en inventant par exemple un régulateur de température pour couveuse à 14 ans. On sentait déjà cette passion pour la mécanique et l'invention. Cette passion l'a donc mené à s'intéresser au vol vertical dès 1905. Il faut imaginer le défi que ça représentait à ce moment-là. L'idée de décoller et d'atterrir à la verticale était un véritable casse-tête technique. Absolument. Et pourtant il y est parvenu. Le 13 novembre 1907, près de Lisieux, il réalise ce qui est considéré comme le premier vol libre d'un hélicoptère avec un pilote à bord. Et le pilote, bien sûr, c'était lui-même. Parlons un peu de la machine. C'était un engin assez simple en apparence. Un châssis en tube d'acier,
2 grands rotors de 6 mètres de diamètre à chaque extrémité, et le tout était propulsé par un moteur Antoinette de 24 chevaux, un moteur populaire chez les pionniers de l'air. Et le vol en lui-même, même s'il a été très court, on parle de quelques secondes à environ 1,50 m du sol, a prouvé que c'était possible. C'était la première fois qu'un aéronef à voilure tournante soulevait son pilote sans aucune assistance au sol. C'était la preuve de concept. Oui, et il y avait une innovation clé dans son design, l'idée de pouvoir contrôler le pas des pales du rotor, c'est-à-dire de faire varier leur angle pour ajuster la portance. C'est un principe absolument fondamental que l'on retrouve sur tous les hélicoptères modernes. C'est un point crucial. Malgré ça, son appareil avait de grosses limites. Les commandes étaient très rudimentaires, il était instable, et le moteur manquait de puissance pour un vol soutenu. Ce n'était pas encore un hélicoptère pratique, mais la porte était ouverte. Son héritage est donc immense, même si son invention n'a pas eu de succès commercial immédiat. Il a inspiré d'autres pionniers et a véritablement posé les fondations. Malheureusement, son histoire personnelle se termine de manière tragique, puisqu'il est mort en 1944 lors des bombardements alliés sur Lisieux. C'est une fin bien triste pour un tel inventeur. Mais son travail n'a pas été oublié. Une réplique de son hélicoptère est d'ailleurs exposée au Musée de l'air et de l'espace, ce qui permet de visualiser l'ingéniosité de ce pionnier. En résumé, Paul Cornu est vraiment celui qui a ouvert la voie à l'hélicoptère, en prouvant que l'homme pouvait s'élever dans les airs sans avoir besoin d'une piste de décollage. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur une année charnière pour l'aviation, 1908, et plus particulièrement sur un personnage clé, Henri Farman. Oui, c'est une période fascinante, on est vraiment au balbutiement de l'aviation motorisée, et Farman est l'un de ces pionniers qui a transformé l'essai, si on peut dire. Exactement, et ce qui est intéressant avec Farman, c'est qu'il ne venait pas du tout de ce monde. C'était un champion de cyclisme et de course automobile qui s'est pris de passion pour le vol. En 1908, il vole sur un appareil conçu en collaboration avec les frères Voisin, le Voisin Farman IM. C'est ça. Un biplan assez reconnaissable avec ce qu'on appelait un empennage en caisson, un peu comme un cerf-volant boîte à l'arrière, et une gouverne de profondeur à l'avant. Pour l'époque, c'était une machine assez innovante, d'environ 10 mètres d'envergure et propulsée par un moteur Antoinette de 50 chevaux. Et c'est avec cet avion qu'il va réaliser un exploit majeur le 13 janvier 1908. Il remporte le Grand Prix de l'aviation, un prix de 50 000 francs offert par Henri Deutsch de la Meurthe. Et le défi, c'était de réaliser le premier vol officiel en circuit fermé sur 1 km. Farman y parvient en 1 minute et 28 secondes à Issy-les-Moulineaux. C'est un moment historique, car c'est la première fois en Europe qu'un avion démontre une telle manœuvrabilité. Jusque-là, seuls les frères Wright l'avaient fait, mais de manière beaucoup plus discrète aux États-Unis. Ce vol a eu un impact immense. Il a prouvé que le vol motorisé contrôlé était possible et a suscité un énorme intérêt du public et des investisseurs. La France est vraiment devenue à ce moment-là l'un des centres névralgiques de l'aéronautique mondiale. Oui, et Farman ne s'est pas contenté de piloter. Il a activement contribué à l'amélioration de l'avion. D'après nos recherches, il a demandé des modifications, comme ajuster le dièdre des ailes ou réduire la taille de l'empennage pour améliorer la stabilité et les performances. Il était à la fois pilote d'essai et ingénieur, en quelque sorte. Absolument. Et son héritage est toujours bien vivant. Des informations assez récentes montrent qu'il y a un intérêt continu pour son histoire. Par exemple, une conférence a eu lieu en juin pour le 150e anniversaire de sa naissance. Ah oui, j'ai vu ça. Il y a aussi un livre sur lui, Henri Farman et l'aviation, qui a été réédité. Ça montre bien que son rôle de pionnier, qui a ensuite fondé sa propre société de construction et dont les avions ont servi pendant la Première Guerre mondiale, n'est pas oublié. En conclusion, l'année 1908 est vraiment l'année Farman. Son vol du 13 janvier a non seulement marqué l'histoire, mais il a aussi lancé une dynamique d'innovation et de compétition qui a fait faire un bond spectaculaire à l'aviation. C'est un excellent résumé. Henri Farman a été l'étincelle qui a montré ce qui était possible, ouvrant la voie à des développements beaucoup plus rapides dans les années qui ont suivi. Un vrai pionnier de la course au ciel. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une figure marquante des débuts de l'aviation, Hubert Latham. C'était un pionnier connu pour son audace et ses contributions technologiques. Oui, un personnage fascinant. Issu d'une famille aisée, il a pu financer sa passion pour l'aventure. Il a d'abord commencé par le ballon à gaz, avec une traversée de la Manche de nuit en 1905, ce qui a vraiment lancé sa carrière dans les airs. C'est exact. Et sa carrière a pris un tournant décisif en 1909 quand il a rejoint la société Antoinette. Il est devenu leur pilote d'essai en chef, aux commandes du fameux monoplan Antoinette IV. Un avion qui était considéré comme une machine de course pour l'époque, très avancé avec son moteur V8.
Et l'année 1909 a été absolument cruciale pour Latam et pour cet avion. Tout à fait. C'est l'année de ses célèbres tentatives de traversée de la Manche. Le 19 juillet, il décolle de Calais pour tenter de remporter le prix du Daily Mail. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu, n'est-ce pas? Non, malheureusement. Une panne de moteur l'a forcé à se poser sur l'eau. Fait intéressant, il est devenu la première personne à faire amérir un avion. Même si c'était un échec, l'événement a eu un retentissement énorme. Et il n'a pas baissé les bras. Il a réessayé quelques jours plus tard, le 27 juillet. Mais là encore, le moteur l'a lâché juste avant d'atteindre la côte anglaise. Quelle persévérance, tout de même. Absolument. Et même sans réussir la traversée cette année-là, il a connu d'autres succès, notamment lors de la grande semaine d'aviation de la Champagne, à Reims, en août 1909. Oui, là, il a brillé. Il a établi un record du monde d'altitude en atteignant 155 mètres. Cela peut sembler modeste aujourd'hui, mais à l'époque c'était un véritable exploit qui a démontré les capacités de son avion. Ses succès à Reims ont consolidé son statut de grand aviateur. Au-delà des records, son impact a été considérable. Il a joué un rôle clé dans la popularisation de l'aviation auprès du grand public. Et aussi dans le développement technologique. Son travail avec la société Antoinette a vraiment fait progresser la conception des monoplans, qui était l'avenir à ce moment-là. En conclusion, Hubert Latam incarne vraiment l'esprit pionnier de cette époque. Son audace, sa compétence technique et sa détermination ont laissé une marque durable dans l'histoire de l'aviation. Oui, même s'il n'a pas été le premier à traverser la Manche, ses tentatives et ses records ont inspiré toute une génération et ont activement participé à l'essor de l'aéronautique. Un héritage qui perdure. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les recherches que nous avons menées concernant Glenn Curtiss, une figure absolument centrale mais parfois sous-estimée de l'histoire de l'aviation. On va se concentrer sur l'année 1910, qui a été particulièrement charnière pour lui. Oui, c'est un personnage fascinant. Il n'était pas seulement un inventeur, mais aussi un entrepreneur et un compétiteur acharné, souvent en conflit direct avec les frères Wright. Son approche était très différente de la leur. Absolument. Pour situer le personnage, Glenn Curtiss n'a pas commencé dans l'aviation. Il venait du monde du vélo, puis de la moto, où il s'est fait un nom en construisant des moteurs très performants. C'est cette expertise en motorisation qui l'a amené, vers 1904, à s'intéresser aux dirigeables, puis aux avions. Et en 1909, il cofonde la Herring Curtiss Company. C'est à partir de là qu'il commence vraiment à marquer l'industrie, notamment en organisant des vols de démonstration à travers l'Amérique du Nord, pour montrer au public ce que ces machines pouvaient faire. C'est ce qui nous amène à l'un de ses exploits majeurs de 1910. Le 31 août de cette année-là, il a réalisé un vol remarquable au-dessus du lac Erie, reliant Euclid Beach à Sandusky, en Ohio. Un trajet d'environ 96 km. Ce qui était énorme pour l'époque. Le vol a duré 1 heure et 18 minutes, établissant un record du monde pour le plus long vol au-dessus de l'eau. Au-delà du record, c'était un événement médiatique qui a attiré des dizaines de milliers de spectateurs. Ça a vraiment contribué à populariser l'aviation. Exactement. Et il ne s'est pas arrêté là. Ses travaux se sont rapidement orientés vers un domaine qui allait devenir crucial, l'hydravion. Même si le premier vol réussi d'un de ces hydravions a eu lieu juste après, le 26 janvier 1911, c'est le fruit de recherches menées en 1910. Oui, l'idée était simple mais géniale. Il a équipé un biplan de flotteur, lui permettant de décoller et d'amérir. Cette innovation a jeté les bases de l'aviation navale. On peut dire qu'il a littéralement ouvert les océans à l'aviation. Cependant, toutes ces innovations lui ont attiré des ennuis, notamment avec les frères Wright. Ils l'ont poursuivi en justice, affirmant que son système d'aileron pour contrôler le roulis de l'avion violait leur brevet sur le gauchissement des ailes. C'est une des grandes batailles juridiques de l'histoire de la technologie. Les Wright contrôlaient le vol en tordant les ailes, alors que Curtiss utilisait des surfaces de contrôle mobiles et séparées, les ailerons. C'est la solution de Curtiss qui est devenue la norme universelle, mais la bataille juridique a été longue et coûteuse. Malgré ces obstacles, il a continué à développer son entreprise, la Curtiss Aeroplane and Motor Company. Elle est devenue un fournisseur majeur d'avions pour l'armée et la marine américaine, jouant un rôle très important pendant la Première Guerre mondiale. Et l'ironie de l'histoire, c'est que son entreprise a fini par fusionner avec celle de ses rivaux pour former la Curtiss-Wright Corporation, une société qui existe encore aujourd'hui. Les deux héritages ont été réunis. Pour conclure, on peut dire que l'impact de Glenn Curtiss sur l'aviation est immense. Ses innovations techniques, comme l'hydravion et l'utilisation des ailerons, ainsi que son sens des affaires et de la promotion, ont été fondamentaux pour le développement de l'aviation civile et militaire. C'est vrai. Il a vraiment aidé à faire passer l'aviation du stade de l'expérimentation à celui d'une véritable industrie.
Un pionnier dont les contributions, en particulier autour de cette année clé de 1910, méritent d'être pleinement reconnues aux côtés de celles des frères Wright. Au fil de cet épisode, nous avons donc vu comment l'aviation est réellement entrée dans l'histoire. Grâce aux travaux des frères Wright, bien sûr, puis à ceux de Blériot, Farman, Curtiss et d'autres, l'homme ne se contente plus de simplement flotter dans les airs. Désormais, il vole, il dirige, il décolle, il atterrit, et il recommence. En l'espace de quelques années à peine, le ciel devient d'abord un terrain d'exploration, puis, très vite, un terrain de conquête. Mais bien entendu, ces pionniers n'en restaient pas là. Une fois l'aviation rendue possible, leur ambition grandit. Ils veulent aller toujours plus vite, plus loin, plus haut. C'est à ce moment que l'esprit de défi prend le relais de l'esprit d'invention. Et c'est précisément ce que nous découvrirons dans notre prochain épisode, qui sera consacré au premier grand record aéronautique. On parlera de vitesse, de distance, d'altitude. Ces exploits incroyables vont véritablement propulser l'aviation dans une toute nouvelle dimension. Merci beaucoup de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 6, les premiers records de l'air.